Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de... Docteur Ou. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière où nous continuons l'entretien avec Docteur Ou que nous avions donc commencé la semaine dernière. Je rappelle qu'elle est gynécologue et obstétricienne. Après avoir présenté plus son parcours et son métier au quotidien, aujourd'hui nous allons parler surtout des tabous autour de la grossesse et de la période qui suit l'accouchement, et en particulier par rapport au sport et à l'activité physique. Puisque Dr Ou est elle-même sportive, elle participe à des courses et à des compétitions, notamment d'haltérophilie et d'autres sports de force. Donc pour commencer, elle raconte comment elle en est venue à faire du sport, puis à lier cette pratique avec son métier de gynécologue obstétricienne. Avant mes 33 ans, je ne faisais pratiquement pas d'exercice à part au cours de sport à l'école. Mais même là, si je pouvais, je me cachais dans un coin et lisais des romans pendant le cours de sport. À l'université, je choisissais les sports faciles. Mais à 33 ans, j'ai senti un léger déclin de ma force physique à la clinique. La course à pied était très populaire à Taïwan et j'ai commencé à courir avec mes collègues. J'ai fait ma première course qui était un semi-marathon en plus de 3 heures et je me suis dit que je pourrais relever le défi pour un complet. J'ai vu que beaucoup de gens plus âgés que moi ou qui n'avaient jamais fait de sport étaient capables de terminer un marathon. C'est ainsi qu'elle a pris l'habitude d'abord de courir, et puis en prenant l'analogie avec une voiture, si elle veut faire beaucoup de kilomètres, la voiture a besoin d'être en bon état. Et pour le corps, c'est pareil, donc elle a commencé à faire plus d'exercices de musculation, de pliométrie notamment. Et donc maintenant, elle a déjà terminé 6 marathons et participé et gagné des médailles à des compétitions de sport de force et haltérophilie. Avec le sport est aussi venue une attention à la nourriture. Elle a appris à cuisiner grâce à ça, parce qu'avant, elle dit qu'elle ne savait même pas comment allumer la gazinière. Et puis là, elle s'est intéressée aussi à la science du sport, à la nutrition. En ayant déjà une formation de médecine, ça allait très vite pour elle. Mais elle s'est aussi préoccupée, par exemple, à comment récupérer après les compétitions. Son regard sur les autres sports a aussi changé. Par exemple, elle regarde les compétitions de NBA avec un autre œil, notamment, par exemple, sur la durée sur laquelle les joueurs arrivent à être à leur meilleur niveau au long de la saison. Et puis, comme Dr Ou est aussi docteur, gynécologue obstétricienne, eh bien, cette activité sportive a non seulement pris de la place dans sa vie quotidienne, mais est aussi entrée en contact avec sa vie professionnelle. Au début, en tant que médecin, j'ai dit aux femmes enceintes qu'elles pouvaient faire du sport. Mais j'ai constaté qu'elles peuvent rencontrer beaucoup de résistance. La première peut venir de ses entraîneurs ou des personnes avec lesquelles une femme fait du sport habituellement, surtout si elle est la première du groupe à tomber enceinte. Les autres auront beaucoup de craintes et la verront comme étant fragile. Très vite confrontée à des résistances qui sont liées à la crainte qu'il arrive quelque chose à la femme enceinte qui est vue comme un objet fragile, Dr Ou a décidé de poursuivre son travail d'une part auprès des entraîneurs sportifs, des entraîneuses, d'autre part auprès des femmes enceintes et puis auprès du grand public, de la société dans son ensemble. J'ai pensé que je devais aussi aborder cela du point de vue de l'athlète et de celui de l'entraîneur. Et j'ai donc obtenu ma licence de coach sportif pour mieux comprendre comment entraîner les sportifs et les sportives. Ensuite, j'ai organisé 2 types de séminaires. L'un pour les sportives, pour qu'elles comprennent comment faire du sport correctement et en sécurité lorsqu'elles sont enceintes, et pour qu'elles aient plus de connaissances sur la grossesse. L'autre type de séminaire est destiné aux entraîneurs afin qu'ils puissent mieux comprendre les spécificités des femmes enceintes, pourquoi est-ce qu'elles ont besoin de plus d'exercices et ce qui se passe au moment de l'accouchement. J'ai aussi invité quelques femmes enceintes comme modèle pour cet atelier. Elle n'entraîne pas directement les femmes enceintes, mais elle se voit un peu comme un pont puisqu'elle côtoie à la fois beaucoup de femmes enceintes et d'autre part, elle continue aussi à faire du sport.
Elle essaie donc d'aider à la fois les personnes enceintes et les personnes qui les coachent sur un plan sportif à mieux comprendre tout ce qui se passe pendant une grossesse et à résumer tous ces facteurs sous forme de schéma avec 2 axes. Le coach doit savoir ce qui se passe à chaque étape. Sur l'axe horizontal, on peut noter les nausées et le manque de sommeil potentiellement au début de la grossesse, puis le ventre qui grossit au 2e et 3e trimestre. D'autre part, sur l'axe vertical, le ou la coach sait que les femmes enceintes ont des différences individuelles, qu'on ne peut pas ignorer leur expérience sportive, leurs blessures passées ou leur profession simplement parce qu'elles sont enceintes. Par exemple, une dentiste pourra avoir le dos courbé, une mère enceinte d'un 2e enfant doit déjà porter un bébé, ce qui peut entraîner une bascule antérieure du bassin. Elle n'est donc pas seulement une femme enceinte de 30 semaines, son type de travail et son historique d'accouchement sont aussi importants. Un coach peut ajuster plus précisément le programme d'entraînement quand il a ce schéma en tête. Pour résumer, Dr Wu dit qu'il est possible de faire du sport pendant toute la grossesse, depuis la préparation jusqu'à l'accouchement, sauf en cas de circonstances particulières, par exemple s'il y a des signes d'accouchement prématuré, de saignement, l'ouverture du col de l'utérus ou des choses comme ça. Et dans ce cas-là, c'est elle qui, en tant que médecin, a le rôle de garde-fou. Et pour remplir ce rôle, il faut connaître à la fois au niveau médical tout ce qui se passe à chaque étape de la grossesse et d'autre part, connaître les circonstances particulières de chaque personne. Et si on ne connaît pas tout ça, le risque est d'empêcher toutes les femmes enceintes de faire n'importe quel exercice. Et c'est ce qu'on retrouve parfois, notamment sur les réseaux sociaux, quand on voit une femme enceinte qui fait du sport et qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais elle ne devrait pas faire ci, elle ne devrait pas faire ça ». Selon Dr Wu, ce sont des critiques qui diminuent progressivement. D'une part, les informations circulent et d'autre part, dans d'autres pays, c'est plus normalisé. Et sur Instagram, Facebook ou TikTok, on peut voir beaucoup de femmes enceintes qui font du sport. Donc, ça se calme petit à petit. Elles sont malgré tout encore la cible de critiques. Donc, j'essaie de continuer à transmettre plus de connaissances et à encourager les femmes enceintes à faire des vidéos pour les partager. Je pense que le fait de montrer l'expérience concrète de femmes enceintes est aussi un atout très précieux. J'ai ensuite interrogé Dr Wu sur la pratique sportive après l'accouchement. Après l'accouchement, il y a plusieurs changements à prendre en compte qui ne sont pas uniquement liés à l'aspect physique de la naissance. L'allaitement, la dépression post-partum, la relation avec le partenaire peut changer. Quand j'encourage les femmes à reprendre le sport après leur accouchement, je ne peux pas me contenter de dire à quel moment elles peuvent faire du sport, que c'est bon quand l'utérus est revenu dans la cavité pelvienne ou quand les blessures sont guéries. Le sport fait partie intégrante du mode de vie. Je me suis penchée sur la question de l'allaitement pour que les femmes puissent choisir comment utiliser leur sein et comment allaiter leurs enfants. Il y a besoin de mieux comprendre comment fonctionne la lactation pour faire le choix qui convient pour soi et son enfant, plutôt que d'être obligé d'allaiter pour se conformer aux indicateurs de performance clés de l'OMS. À travers la promotion du sport après l'accouchement, Dr Wu s'est intéressé à plusieurs sujets sur toute cette période de récupération après l'accouchement, auxquels elle n'avait pas fait autant attention avant. Notamment tout ce qui tourne autour de la dépression postpartum, qui est assez fréquente à Taïwan, parce qu'il n'y a pas souvent beaucoup d'espace qui est accordé à l'expression des émotions. Donc elle a aussi travaillé avec des psychologues pour pouvoir parler de tout ça, notamment avec le ou la partenaire. Et puis elle dit avoir travaillé à essayer de briser certains mythes qui existent autour du mois de confinement, en fait, ce qui s'appelle en chinois 坐月子, c'est-à-dire une période qui va de 1 à 3 mois après la naissance, après l'accouchement, pour la mère, pour se remettre physiquement et pour s'adapter à la nouvelle vie.
Il s'agit d'une période d'adaptation, de récupération des muscles du plancher pelvien, de guérison des blessures et d'adaptation à la nouvelle vie. Même si vous ne parlez pas de confinement d'un mois, vous avez aussi le concept de rétablissement post-partum. La raison pour laquelle il existe une culture du mois de rétablissement à Taïwan est qu'autrefois, les femmes ne recevaient pas assez de nourriture, elles ne mangeaient peut-être pas assez de protéines et elles devaient travailler tout le temps dans les champs. Maintenant, pour ce mois de repos, les gens ont l'impression de devoir respecter certaines normes culturelles, comme ne pas se laver les cheveux, ne pas sortir du lit, ne pas pouvoir soulever des objets lourds, ne même pas monter des escaliers, ne pas boire d'eau, de etc. C'est un peu n'importe quoi. La croyance qui persiste, c'est qu'il faut manger des aliments nutritifs et rester allongé à ce moment-là pour que le lait de la mère soit nutritif. On considère trop les femmes comme des pourvoyeuses d'alimentation, mais en fait, on néglige leur corps. Par exemple, la règle de ne pas boire d'eau vient du fait qu'après l'accouchement, le ventre est plus gros parce que les muscles sont étirés. Et il y avait une croyance très ridicule qui disait que si on boit de l'eau, le ventre deviendrait plus gros. En réalité, il ne fallait pas boire d'eau parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'eau courante et l'eau pouvait contenir des bactéries. Et pourtant, ce mois de repos, ce mois de rétablissement, parfois aussi appelé de confinement, est un concept qui perdure encore aujourd'hui à Taïwan. Et beaucoup de gens continuent à croire que c'est une période non seulement très importante, mais pendant laquelle il est crucial de respecter les règles. En effet, on raconte que c'est une période très spéciale et que si on ne respecte pas ces règles, si on fait quelque chose de mal, qu'on ne se repose pas comme il faudrait, eh bien, en vieillissant, tous les problèmes de santé seront liés à ce mois de repos, que c'est un temps où on peut complètement changer la façon dont fonctionne notre corps. Si par exemple après on a de l'arthrite ou la vue qui baisse, c'est parce qu'on n'aura pas suivi les règles du mois de récupération post-partum. Le problème, c'est que ces règles sont très vagues, ça change un petit peu d'une personne à l'autre, et puis ça devient une justification pour tous les problèmes. Mais les personnes qui n'ont jamais donné naissance à un enfant auront des problèmes similaires. Par contre, pour celles qui ont déjà eu un bébé et qui ont des problèmes de santé après l'accouchement, eh bien, il arrive qu'on leur dise qu'elles devraient faire un deuxième bébé et mieux respecter les règles la deuxième fois pour compenser. Dr Wu explique qu'en fait, toutes les expériences du corps s'accumulent, mais il n'y a rien de spécial à propos de ce mois de confinement. Et si des problèmes surviennent après, eh bien, il faut se concentrer sur les symptômes et ne pas essayer de retomber enceinte en espérant que ça résolve le problème. En conclusion, pour elle, l'important pendant ce mois de repos qui est possible, il y a bien sûr besoin d'une période de rétablissement, mais l'objectif, c'est d'abord que les blessures se résorbent, que le corps se rétablisse de façon plus générale, et puis d'avoir le temps de créer un lien avec le nouveau-né. Je voudrais ajouter que le congé de maternité à Taïwan n'est pas assez long et le congé de paternité est aussi trop court, ce qui fait que toutes ces tâches sont comprimées dans ces quelques semaines. Et si on n'arrive pas à se rétablir et à tout faire pendant le congé, reprendre le travail peut être très difficile. C'est pour cela qu'il existe à Taïwan un type très particulier de centre médical, une sorte de foyer pour les mères et les nouveau-nés. Comme la période de récupération est comprimée, les gens veulent une solution rapide. D'autre part, beaucoup de jeunes mères vont dans un centre pour éviter leurs parents et beaux-parents qui ont une idée arrêtée de ce qu'elles devraient faire pendant ce mois de récupération. Alors, elles les fuient et leur disent « Je suis dans un centre, vous n'avez pas besoin de venir ici ». Pour Dr Wu, ces centres de récupération peuvent être une aide, surtout lorsque la jeune mère est dans une situation où elle a un congé très court, et donc ça peut vraiment aider à vivre cette période au mieux, tout en sachant que c'est vraiment que temporaire, et que pour ces traditions, eh bien, c'est bien de comprendre la logique derrière et de savoir les adapter s'il y a besoin. C'est aussi important de connaître son corps, et puis après, chaque cas est différent, donc il faut aussi voir selon sa situation particulière, prendre le temps dont il y a besoin pour se remettre, pour s'adapter à la nouvelle vie, et puis petit à petit reprendre une activité physique qui soit adaptée à sa situation évidemment,
et se réapproprier son corps en quelque sorte. Et à la dernière compétition d'haltérophilie, pour conclure, Dr Wu était arrivé sur la 3e marche du podium, et sur les 2 autres marches, eh bien, c'était une personne qu'elle avait suivie pendant son accouchement et sa récupération postpartum, et puis une autre avec qui elle était en contact aussi pendant sa grossesse. Et donc on voit que les personnes qui étaient arrivées sur les 2 plus hautes marches du podium étaient des femmes qui avaient réussi à retrouver une activité, une force physique de haut niveau après une grossesse et un accouchement.